À 3h20, un avion sans indicatif a touché la piste de Ouagadougou, ouvrant sa soute sur des silhouettes enchaînées, muettes, privées de passeport et d'explications. Dans les heures suivantes, des fuites ont exposé une mécanique glaciale, rotation planifiée, vie déplacée comme levier géopolitique et un continent relégué au rôle de dépotoir discret. Pourquoi cela vous concerne-t-il et que change la riposte d'Ibrahim Traoré ? Parce qu'en exhibant documents, horodatage et responsabilité politique, il a retourné l'initiative, convertissant une humiliation programmée en moment de souveraineté partagée et plaçant au centre la dignité, non la commodité stratégique. L'histoire semblait d'abord n'être qu'un incident diplomatique, un vol isolé, des migrants sans identité, un silence américain embarrassé. Mais très vite, la question a dépassé l'aéroport de Ouagadougou. Ibrahim Traoré a compris qu'en acceptant ce précédent, l'Afrique validerait l'idée qu'on puisse décharger des vies humaines au nom de l'équilibre politique. Comprendre comment une réaction mesurée peut devenir un acte fondateur de souveraineté est essentiel, car derrière chaque décision, il y avait un risque calculé, affronter Washington sans protection juridique, mobiliser la presse sans céder au populisme, transformer l'indignation en position légale. Le mot levier, tiré des mémos fuités, ne signifiait plus la contrainte, mais la capacité à imposer un contrepoids moral. Et si le Burkina Faso réussissait à tenir tête, cela signifiait qu'une nation dite mineure pouvait imposer son cadre au cœur du jeu global. Découvrir, étape par étape, comment un État souvent oublié a forcé le monde à reconsidérer la frontière entre puissance et dignité est une leçon universelle. 3 jours après l'atterrissage clandestin, la vérité a éclaté. Une enveloppe numérique, porteuse d'un message retentissant, circulait déjà parmi des journalistes d'investigation. Elle contenait des manifestes de vol, des directives confidentielles et la signature indubitable de Donald J. Trump. Le mémo ordonnait le déchargement immédiat d'apatrides vers des pays coopératifs, le Burkina Faso étant listé comme site prioritaire. 20 vols en 60 jours. C'était le programme d'un dumping humain méthodiquement planifié. Dans ce contexte explosif, Ibrahim Traoré ne s'est pas réfugié derrière la prudence diplomatique. Dès le lendemain, il convoqua la presse, projeta sur écran géant les preuves. Horodatage, images satellites, signature. Devant le monde entier, il prononça « Nous ne serons pas la décharge des empires ». Ce moment marqua une bascule décisive. La fuite devenait un acte d'accusation globale. Les journaux africains parlèrent d'un tournant moral, les ONG de géotrafic d'humains, tandis que les chancelleries occidentales tentaient d'étouffer le scandale. Mais il était trop tard. La vidéo de la conférence, vue plusieurs millions de fois, avait transformé un pays enclavé en centre de gravité éthique. Cette révélation n'était pas seulement visuelle, elle était logique. Elle démontrait, donnée à l'appui, que la migration pouvait être utilisée comme arme coercitive tout en exposant la vulnérabilité du droit international. De là naquit une chaîne de causalité. Fuite, révélation, mobilisation populaire, redéfinition du pouvoir moral. Cette séquence, sous-estimée par les stratèges américains, allait réécrire la narration africaine. Car chaque image, chaque chiffre fuité renforçait une conviction. Le silence n'était plus une option. Ainsi, en moins de 72 heures, le Burkina Faso de Traoré passa du statut de victime à celui de contre-pouvoir. Et dans cette mutation accélérée, un continent redécouvrait sa voix. Le récit aurait pu s'enliser dans la bureaucratie ou la peur. Pourtant, un visage a incarné cette riposte, celui d'Ibrahim Traoré, à la fois chef d'État et narrateur de crise. Son attitude a transformé un scandale administratif en leçon de lucidité politique. Plutôt que d'enfermer l'affaire dans les canaux diplomatiques, il l'a ouverte à la lumière publique, choisissant la transparence comme bouclier. Autour de lui, une équipe réduite s'est mobilisée, diplomates, juristes, jeunes communicants, travaillant sans relâche à reconstituer la chronologie des vols. Ils ont croisé les données radars, les manifestes logistiques, les contrats de société d'écran et établi un constat clair. L'opération n'était pas une erreur de procédure, mais une architecture stratégique. À Ouagadougou, des journalistes locaux ont été les premiers relais. Une jeune reporter, Aïssata, décrivit comment les familles burkinabées
apporter eau et nourriture aux étrangers enfermés près de l'aéroport. Ce geste simple fit le tour du pays, rappelant que la solidarité précède toujours la loi. Ces actes anodins, une bouteille d'eau, un mot de bienvenue, sont devenus les premiers signes d'une résistance civile, avant même toute réponse militaire ou diplomatique. La société avant l'État disait non. L'enjeu véritable se dessine ici. Au-delà de la manœuvre américaine, la réaction du Burkina Faso prouvait qu'une nation pouvait répondre à la provocation par la cohérence éthique, et que la souveraineté se mesurait désormais à la capacité d'affirmer la dignité, non la puissance. Tout a commencé avec un avion sans drapeau, mais bientôt chaque vol devint un chapitre d'un affrontement mondial. À mesure que les documents fuitaient, les réseaux s'enflammaient. Trump expulse sans frontières, titra un journal de Dakar. L'Afrique n'est pas une poubelle, écrivait un autre à Bamako. En parallèle, les analystes reliaient les points. Contrats logistiques, sociétés écrans, transit de matériel humanitaire converti en dispositif d'expulsion. Ibrahim Traoré, face à l'ampleur du scandale, décida d'agir avant d'être cerné. Il commença par une déclaration publique. Dans une conférence improvisée, il rejeta toute responsabilité burkinabé, annonçant une enquête immédiate. Cette prise de parole, brève et tranchante, devint le signal d'un retournement historique. Puis, il mobilisa le peuple. Des veillées furent organisées devant l'ambassade américaine, tandis que des juristes africains rédigeaient une requête commune pour la Cour africaine des droits de l'homme. Les images de foules brandissant des pancartes « Les humains ne sont pas des leviers » firent le tour du continent. Enfin, il provoqua un choc diplomatique. Washington nia l'existence du programme, l'Europe resta muette, mais dans les capitales africaines, la solidarité grandissait. La scène s'élargit alors. À Lagos, à Abidjan, à Kinshasa, les étudiants défilèrent les yeux bandés, symbolisant les apatrides. Chaque marche, chaque photo amplifiait la tension morale. À la télévision burkinabé, des débats ouverts opposaient juristes, économistes et religieux. Comment un pays pauvre pouvait-il refuser l'humiliation sans s'effondrer? Et dans ce tumulte, Ibrahim Traoré devint, malgré lui, une figure d'équilibre. Il ne prêchait ni vengeance ni rupture, mais lucidité. Nous avons reçu leur manque de respect, transformons-le en levier de dignité. Le point culminant survint lorsque les documents internes d'ICE furent dévoilés. Ils décrivaient froidement les déportés comme unités consommables. Ce mot, consumable, franchit les écrans comme une gifle. Dans les 48 heures, Amnesty International et le HCR exigèrent des explications. L'opération était devenue un scandale planétaire. Le crescendo atteignit son apogée à Addis Abeba. Des diplomates africains décidèrent de convoquer un sommet extraordinaire sur la souveraineté migratoire. Pour la première fois depuis des décennies, 54 drapeaux africains flottaient ensemble, unis par la même indignation. Le fauteuil des États-Unis, lui, resta vide. Et lorsque Ibrahim Traoré prit la parole, vêtu d'une tunique sobre, il lança d'une voix ferme. Ils ont utilisé notre or, notre pétrole. Ils veulent maintenant utiliser notre peuple. Cela s'arrête ici. Le tumulte se mua en silence, puis en tonnerre d'applaudissements. Ce moment marqua un avant et un après. L'Afrique cessait d'être spectatrice. Elle devenait sujet. Ce soir-là, un hashtag naquit. Nous ne sommes pas votre poubelle. Et derrière l'écran, des millions comprirent qu'un pays enclavé venait de faire vaciller une logique d'empire. Les données recueillies par les autorités burkinabées et des ONG locales ont révélé l'ampleur réelle du dispositif. Avant la fuite, 1 à 2 vols humanitaires non déclarés atterrissaient chaque trimestre. Après l'opération, le chiffre grimpa à 19 vols en moins de 60 jours, soit une hausse de plus de 800%. Chaque appareil transportait en moyenne 280 personnes, souvent sans papier, sans traduction et sans trace d'identification biométrique. Ces chiffres, recoupés par les registres de vols civils, prouvaient une organisation systémique et non une série d'erreurs isolées. Chaque nombre devenait une preuve et chaque preuve une question politique. La logistique révélait une autre facette. 12 sociétés intermédiaires basées aux États-Unis et à Dubaï avaient facturé des services de transport médical pour des vols d'expulsion déguisés. En analysant les flux financiers, les enquêteurs burkinabés découvrirent des virements totalisant 47 millions de dollars.
transitant par des entités à façade humanitaire. Ces montants expliquaient la rapidité et le silence de l'opération. Ibrahim Traoré exigea alors un audit complet de toutes les ONG opérant dans les zones aéroportuaires et les centres de rétention. L'objectif n'était plus seulement de dénoncer, mais de mesurer la profondeur de l'infiltration. Une dynamique continentale s'enclencha. Dans les 10 jours suivant la conférence de presse, 9 pays d'Afrique de l'Ouest avaient suspendu toute autorisation de vol en provenance d'entreprises soupçonnées de complicité. Ce mouvement, inédit, représentait environ 25% de l'espace aérien africain désormais fermé à l'opération. Derrière ces chiffres se lisait un basculement. La défense de la souveraineté devenait mesurable, traçable, chiffrée. Ces statistiques rigoureusement établies servirent à construire un dossier juridique. Elles permirent à Ibrahim Traoré d'argumenter devant l'Union africaine que la migration forcée constituait non seulement une violation morale, mais aussi une infraction technique, détournement d'infrastructures civiles, usage frauduleux de codes d'appel, dissimulation comptable. Chaque ligne du rapport redéfinissait la géopolitique du contrôle des frontières. Ainsi, un pays périphérique s'était mué en centre d'audit du pouvoir impérial. Ces preuves, combinées à la clarté du discours, ont imposé une nouvelle mesure du courage, mesurée pour ne plus subir. Et c'est par la rigueur des données qu'Ibrahim Traoré a fait vaciller le silence stratégique des grandes puissances. Les défenseurs de Washington avancèrent 2 arguments. D'abord que l'opération répondait à une urgence migratoire mondiale. Selon eux, ces déportations techniques visaient à alléger la pression sur les centres de détention américains débordés. Ensuite, que les pays africains désignés avaient implicitement accepté d'accueillir des populations en transit en échange d'aides économiques et sécuritaires. Sous cet angle, l'action n'était pas punitive, mais coopérative. Mais les faits contredisent ces justifications. Aucun traité, aucune autorisation, aucune note verbale n'a été produite pour prouver un quelconque accord bilatéral. Les versements d'aide, prétendument liés à des programmes de développement, provenaient en réalité de fonds militaires classifiés. Le coût logistique de chaque vol atteignait 2,4 millions de dollars, soit davantage qu'un rapatriement humanitaire complet. Ce n'était donc pas une solution rationnelle, mais un acte de domination politique travesti en opération humanitaire. Certains observateurs occidentaux craignaient que la riposte d'Ibrahim Traoré ne radicalise l'opinion africaine contre l'Occident. Pourtant, les chiffres du HCR démontraient le contraire. La coopération régionale sur la gestion des réfugiés avait augmenté de 15% après la crise. La fermeté n'avait pas fracturé les alliances, elle les avait rendues plus matures. Comme Traoré le répéta dans un entretien, notre colère n'est pas contre les peuples, mais contre l'usage politique du désespoir. La position burkinabé reposait sur la légalité, la transparence et la cohérence morale. Face à 2 discours, celui de la force et celui du droit, le choix du Burkina Faso incarnait une résistance par la raison, non par l'émotion. Et c'est précisément cette logique, froide et documentée, qui fit de son président un symbole. La preuve que l'intégrité peut être une arme stratégique. Ils ont voulu transformer l'humain en levier. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré au sommet d'Addis Abeba, marqua une nouvelle étape dans la crise. Elle condensait toute la tension accumulée. L'Amérique projetait la puissance, mais l'Afrique imposait la conscience. Derrière les portes closes, les diplomates savaient qu'un tournant venait d'avoir lieu. Ce n'était plus une simple fuite, mais la naissance d'un précédent moral. Les dirigeants africains, longtemps divisés, s'accordèrent pour une résolution commune. Refuser toute utilisation de la migration comme arme politique. Pour la presse, c'était un moment de bascule dans le récit mondial. Le continent rejeté devenait le centre d'un contre-pouvoir légal. Cette déclaration eut un effet immédiat. Les organisations syndicales décidèrent qu'aucun avion lié à l'opération ne pourrait désormais survoler l'Afrique de l'Ouest. Les avocats, à Johannesburg et Lagos, préparèrent des dossiers pour la Cour pénale internationale. Et pour la première fois depuis des décennies, la voix africaine fit trembler la géométrie du droit international. Une phrase, 8 mots, avait ouvert un nouvel espace politique. Le refus de l'instrumentalisation humaine. La crise a touché 4 dimensions essentielles. Nationale, diplomatique, économique et sociale. Sur le plan national, Ibrahim Traoré transforma l'indignation populaire en réformes concrètes.
Le Parlement adopta une loi rendant illégal tout débarquement étranger sans traité bilatéral ratifié. Les sanctions prévoyaient la saisie immédiate des appareils et la poursuite pénale des responsables. Ce texte, voté à l'unanimité, marqua une rupture juridique historique. Le Burkina Faso devenait le premier État à codifier le refus du dumping humain. Sur le plan diplomatique, cette position fit école. Le Mali, la Guinée, le Tchad et le Bénin adoptèrent des législations similaires, fermant environ un quart du continent à ce type d'opération. À Addis Abeba, l'Union africaine valida la création d'un tribunal international pour la justice migratoire, une proposition directe d'Ibrahim Traoré. Cette institution, dotée de magistrats et d'un secrétariat permanent, symbolisait le passage d'une réaction morale à une structure pérenne de droit africain. Sur le plan économique, un effet inattendu émergea. Loin d'isoler le Burkina Faso, la crise attira de nouveaux partenaires. Des États d'Amérique latine, Brésil, Mexique, Venezuela offrirent leur coopération juridique et technique. Les flux d'investissements intra-africains augmentèrent de 12% en un an. La dignité, jusque-là perçue comme un luxe diplomatique, devenait un actif économique mesurable. Ibrahim Traoré, lors d'une allocution télévisée, résuma: la souveraineté a un coût, mais l'humiliation coûte davantage. Sur le plan social, l'impact fut peut-être le plus profond. Les communautés locales accueillirent les migrants, leur offrant logement et travail temporaire. Des artistes, enseignants et religieux unirent leurs voix pour transformer la tragédie en pédagogie civique. Dans les écoles, des programmes intitulés « L'humain avant la frontière » furent lancés. Une fresque peinte à Ouagadougou, représentant un enfant tenant 2 drapeaux déchirés, burkinabés et américains, devint un symbole de renaissance. Ainsi, les chiffres se firent chers, des vies déplacées devinrent des visages intégrés. Et dans cette reconfiguration, Ibrahim Traoré n'était plus seulement un chef d'État. Il incarnait la passerelle entre la résistance et la reconstruction. La conséquence ultime n'était pas politique, elle était humaine. Une nation périphérique avait redéfini la hiérarchie morale du monde. 3 perspectives se dessinent pour l'avenir. Tout d'abord, la consolidation. Le Burkina Faso poursuit la mise en œuvre du tribunal pour la justice migratoire et finalise des accords régionaux pour encadrer toute expulsion future. Les institutions africaines adoptent un protocole commun de surveillance des vols et des contrats humanitaires. La tension avec Washington demeure, mais la situation se stabilise. Une coexistence prudente entre une Amérique défensive et une Afrique désormais consciente de son poids juridique. Ensuite, une transformation profonde. L'exemple burkinabé inspire d'autres continents. Des pays d'Asie du Sud et d'Amérique du Sud proposent de coparrainer le tribunal. Une charte mondiale sur la non-marchandisation des migrants est discutée à Genève. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une baisse de 40% des vols de transfert non documentés est enregistrée en un an. Ibrahim Traoré devient une figure de référence, invité dans les forums sur la gouvernance mondiale. Le levier moral devient levier diplomatique. Enfin, une possible rétorsion. Les puissances affectées par les sanctions africaines imposent des restrictions commerciales ou financières. Le Burkina Faso subit un ralentissement de croissance et une réduction de l'aide internationale. La propagande mondiale tente de réduire le geste souverain à un épisode populiste. Mais même dans ce cas, le coût politique du renoncement serait supérieur au choc économique. Si l'on observe la courbe historique des nations, aucune émancipation n'est sans turbulence. L'important n'est pas la rapidité, mais la direction. Et dans cette équation, Ibrahim Traoré a déjà imposé la variable manquante, la constance morale. Car si la dignité devient norme, alors chaque crise cessera d'être un effondrement, elle deviendra une mesure de maturité. Au-delà des chiffres et des résolutions, la crise a bouleversé les consciences. Les Burkinabés ont compris que la souveraineté ne se résumait pas aux frontières, mais à la manière dont on protège les corps et les âmes qu'on accueille. Des enseignants ont transformé les débats politiques en leçons d'humanité. Des artistes ont mis en scène le choc de 2 mondes, celui qui jette et celui qui recueille. Dans les quartiers populaires, des associations citoyennes ont organisé des projections du discours d'Ibrahim Traoré, suivies de discussions ouvertes. Que signifie être nation à l'ère du troc humain ? Ce contact direct entre pouvoir et population a fait naître une nouvelle forme de patriotisme social,
loin du nationalisme. C'est une fierté douce, collective, fondée sur la dignité partagée. Les jeunes, souvent détachés des institutions, ont redécouvert dans cette crise un sens à l'engagement civique. Un slogan s'est imposé, protéger, c'est appartenir. Il a traversé les écoles, les mosquées, les marchés, les radios rurales. Même dans la diaspora, des collectifs ont lancé des campagnes de solidarité pour financer l'éducation des enfants expulsés. Cette mobilisation, fragile mais réelle, incarne l'enjeu humain du récit. Quand une nation agit au nom d'autrui, elle se redéfinit elle-même. Et si le courage politique d'Ibrahim Traoré a captivé les caméras, c'est la réponse collective de son peuple qui a donné à cette histoire sa résonance durable. La souveraineté n'est plus un concept abstrait, mais une émotion partagée, vécue, transmise. La crise a révélé une faille, mais aussi un potentiel d'organisation. Pour éviter qu'une telle opération ne se reproduise, Ibrahim Traoré a présenté un plan en 5 étapes. Tout d'abord, codifier un cadre légal continental sur la migration souveraine, inspiré de la loi burkinabé, pour uniformiser les sanctions et les obligations. Ensuite, surveiller grâce à un système africain de traçabilité aérienne et logistique, relié en temps réel aux agences de presse régionales. Chaque vol non déclaré deviendrait une alerte diplomatique immédiate. Puis, jugé par le biais du tribunal pour la justice migratoire, une juridiction d'urgence capable de statuer sur tout acte de dumping humain, avec des magistrats africains, latino-américains et asiatiques, incarnant la solidarité des Suds. Ensuite, former des diplomates et juristes africains pour maîtriser les rouages du droit migratoire international. La souveraineté, disait Traoré, se défend par la compétence avant la colère. Enfin, financer un fonds pour la dignité alimenté par des dons citoyens et une contribution symbolique d'$1 par passeport délivré sur le continent. Ce mécanisme, simple mais puissant, ancrerait la défense des droits humains dans un geste quotidien. Ainsi, la réponse n'est plus seulement politique, elle est structurelle. Elle redéfinit les rôles. Les États protègent, les peuples participent, les institutions veillent. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce plan devient le premier effort africain fondé non sur la peur, mais sur la méthode. Le dernier acte n'a pas eu lieu dans une salle de conférence, mais dans une école de fortune à Koudougou. Parmi les enfants expulsés des États-Unis, un garçon de 9 ans, franc maladroit, anglais parfait, a brandi un dessin. 2 drapeaux, l'un burkinabé, l'autre américain, déchirés par un éclair. Entre eux, une phrase « Je n'avais pas de papier, maintenant je compte ». Cette image, reprise par Ibrahim Traoré lors d'une allocution, fit le tour du monde. Le président y vit le symbole d'une réponse pacifique à la brutalité, transformer l'exclusion en appartenance. Il déclara simplement « Ils ont déplacé des corps, mais nous avons déplacé l'histoire ». Ce rappel à la fois tendre et implacable referma le cercle narratif ouvert à Ouagadougou. Ainsi, le pays humilié devint le pays qui éduque. L'image de l'enfant, encadré et accroché au palais, n'est pas une relique. C'est un rappel quotidien que la souveraineté commence dans le regard de ceux qu'on protège. Et dans ce regard, l'Afrique s'est reconnue. À la fin de cette histoire, une question demeure. Que signifie appartenir dans un monde qui classe les vies selon leur utilité ? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a répondu sans équivoque. Appartenir, c'est refuser d'être instrumentalisé. Ce récit n'appelle pas à la colère, mais à la lucidité. Chaque nation, chaque citoyen, chaque institution peut choisir d'agir pour que plus jamais un être humain ne soit réduit à un levier. Le tribunal pour la justice migratoire n'est pas un monument, c'est une promesse. Celle de transformer la honte en structure, l'indignation en droit. Et vous, spectateurs ou lecteurs, que feriez-vous si votre pays devenait demain le terrain d'un échange silencieux de vie ? Répondre à cette question, c'est prolonger le travail entamé par le Burkina Faso, transformer la compassion en vigilance et la dignité en politique quotidienne. Parce qu'au bout du compte, la frontière la plus importante n'est pas géographique, mais morale.